À 23 ans, le 16 juillet 1962, il entreprend une descente 100 mètres sous terre où il prévoit de vivre 2 mois sans repère de jour et de nuit pour aller à la rencontre de son rythme nictéméral. Il n'a pas été soutenu concrètement dans sa démarche intellectuelle. Il n'a pas réussi à trouver les fonds nécessaires à l'achat d'un matériel de base. Il est mal équipé, il n'a pas les vêtements convenables. Qu'importe. À 130 mètres sous le niveau de la terre, il s'installe dans une petite toile de tente rouge de 10 mètres carrés qui prend l'eau, dans une atmosphère saturée d'humidité, 98% d'hygrométrie, à une température de 3 degrés. À 2000 mètres d'altitude, Michel Siffre se rend à Scarasson, dans le massif du Marcaraïs, aux frontières franco-italiennes. En France, dit la carte Michelin, en fait, en Italie. Il donne sa montre au CRS Canova qui suit l'opération en surface. Il n'a donc plus de repères chronologiques sociaux. Le temps n'est plus pour lui une durée mesurée, mais une durée vécue. Son propos: appréhender la durée vécue par l'expérience sans l'aide de la durée mesurée. On ne fait pas bergsonien plus pragmatique. Après 3 heures de descente dans le gouffre, il fait retirer l'échelle par ses amis afin de n'être pas tenté par une remontée intempestive en cas de découragement. Dans des conditions de froid et d'humidité extrêmes, il entame un séjour dans lequel tout est problématique. L'éclairage, le chauffage, la nourriture, le couchage, la lecture, mais aussi les conditions géologiques, car des éboulements, certains parcellaires, d'autres massifs, menacent en permanence de recouvrir le campement de fortune du chercheur. Il risque sans cesse l'intoxication au monoxyde de carbone avec son réchaud. Après chaque levée et avant chaque coucher, Michel Siffre appelle en surface et fournit quelques indications dont son pouls et sa température. Assez rapidement, la totalité des repères ont disparu. Il hésite lui-même parfois entre l'état de sommeil ou l'état de veille. À la façon de Descartes qui se demandait s'il rêvait ou s'il était éveillé, il hésite entre les deux mondes qui se confondent. Il perd la mémoire. Il ne se souvient plus de ce qu'il vient de faire quelques minutes avant. Mais s'agit-il de minutes? La seconde et l'heure se confondent. La minute et le jour ne font plus qu'un. En contact avec la surface, entendu en permanence par le CRS qui écoute ce que les micros transmettent en continu, l'équipe découvre que le spéléologue écoute en boucle jusqu'à 10 fois de suite le même disque, alors qu'il a l'impression de poser le vinyle pour la première fois sur son pick-up. La répétition de la séquence se dilue dans l'unicité d'une écoute fantasmée. Le divers et le multiple se noient dans l'un. Sans mesure, le temps répété semble entrer dans une des modalités de l'éternité. Il a l'impression d'être immobile, mais entraîné par un flux ininterrompu du temps. À 5h40, dans la nuit du 6 au 7 août, Michel Siffre téléphone au CRS en surface. Il croit alors que c'est l'heure du déjeuner. Il déjeune. À 7h, soit 70 minutes plus tard, il les rappelle pour leur dire qu'ils se couchent. Il se couche. Il s'endort aussitôt, puis se réveille. Comme d'habitude, quand il sort de sa nuit, il téléphone en surface. Il est alors 19h. Il a donc dormi 12 heures d'affilée. Nouvel appel téléphonique du CRS en faction. Il déjeune. Au bracelet-montre du fonctionnaire de la gendarmerie, il est 3 heures du matin. Michel Siffre dort le jour et vit la nuit. Le rythme nictéméral ramène l'homo sapiens à une vie primitive. Il est actif dans les mystères de la nuit, comme une bête qui vit la nuit. Il se repose pendant le grand jour de la lumière, tel l'animal qui se refait des forces, consumé à faire face à tous les dangers de la nuit, le moment le plus propice aux prédations. L'expérience s'avère ontologiquement déstabilisante. Le moral s'en trouve très affecté. Psychologiquement, cette absence de repère dans l'être le fait basculer dans le néant qu'il expérimente corporellement. Habituellement, l'être s'inscrit dans un déroulé, un développement. Dynamique et dialectique, il coule à la façon du fleuve d'Héraclite.
Dans ces conditions d'obscurité totale, l'être ne bouge plus. Statique, immobile, clos sur lui-même, figé, pétrifié, comme la sphère de Parménide, l'être n'est pas, l'être n'est plus. Surgit alors le néant, qui est l'être sans mouvement, l'être pur, bruissant de tout son silence. Michel Siffre tient son journal. Quand il se réveille, reposé, il conclut qu'il a effectué une nuit pleine, alors qu'il a parfois somnolé quelques minutes. Quand il a faim, il mange. Il croit donc que la matinée s'est déroulée depuis qu'il s'est réveillé. Il a parfois vécu moins d'une heure, ce qu'il prend pour une demi-journée. S'il a dormi une poignée de minutes et cru qu'il avait fait une nuit complète, s'il a mangé après avoir imaginé l'écoulement d'une douzaine d'heures, alors que là aussi, là encore, il a vécu moins d'une heure. Il ne lui est plus possible, très vite, de savoir s'il vit le jour ou la nuit, s'il est tel jour plutôt qu'un autre. Tous les repères disparaissent, et la durée vécue fait la loi. Sa température a baissé. Il est entré en léthargie, un genre d'hibernation qui lui ferait appréhender le temps, mais aussi toute réalité de façon tronquée. Plusieurs tonnes de roches se décrochent de la paroi et tombent tout près de sa tente. Il estime que l'accident a duré 12 secondes. En fait, il a duré beaucoup plus longtemps. La peur modifie sa température. Le choc émotionnel augmente. Il recouvre un peu de lucidité, mais pas assez pour retrouver tous ses esprits. L'expérience l'a considérablement abîmé psychiquement, psychologiquement, mentalement, physiologiquement. Le 14 septembre, le CRS de garde appelle Michel Siffre et lui annonce que l'expérience est terminée. Le spéléologue croit que l'équipe de surface souhaite mettre fin à l'expérience avant l'heure. D'après ses comptes, il estime être le 20 août, soit une erreur de presque un mois, 25 jours pour être exact, sur 2 mois d'expérience prévue. Une conversation a lieu entre le scientifique et l'équipe de surface. Elle dure 20 minutes. Michel Siffre l'estime à 5. Épuisé, Michel Siffre s'évanouit à 2 reprises lors d'une remontée qui n'en finit pas. Il gît sur un brancard. Ses yeux sont masqués pour éviter des brûlures irréversibles au contact de la lumière du jour. Un hélicoptère le transforme à l'hôpital. Une fois les données de cette expérience analysées, l'équipe de scientifiques découvre qu'un cycle dure 24h30. Il existe donc une régularité naturelle des cycles nictéméraux. Une horloge interne règle une série incroyable de paramètres du corps, donc de l'âme du vivant. Les fréquences cardiaques, la pression sanguine, la température corporelle, le métabolisme le plus intime, l'élimination des substances toxiques présentes dans la nourriture, les effets des prises des médicaments, celles des ingestions de nourriture, le dispositif endocrinien, l'acuité visuelle, l'acuité rénale, le système digestif, la vie libidinale, les logiques de croissance, la machinerie hormonale. Cette psyché matérielle, découverte par Michel Siffre comme un continent vierge jusqu'à lui surclasser la psyché métapsychologique de Freud, le scientifique affirme dans le récit de son expérience dans le gouffre qu'il savait bien qu'il ne rencontrerait aucun animal dangereux. Nul prédateur n'était à craindre à plus de 100 mètres sous terre. Malgré tout, il écrit « Pourtant, une peur incontrôlable était là, qui m'assaillait. C'était une sorte de présence humaine, presque vivante. Certes, les éboulements permanents de gros blocs de glace ou de pierre pourraient à chaque instant transformer la grotte en tombeau du chercheur. Mais il n'a pas peur de ce danger en particulier, même s'il le connaît et ne le mésestime pas. Il ajoute « Cette terreur indescriptible, probablement héritée du tréfonds de l'âme humaine, je l'ai ressentie souvent, trop souvent. La peur est toujours peur de quelque chose. Ici, mourir enfoui sous des tonnes de glace ou de pierres détachées des voûtes. Mais l'angoisse définit la peur sans objet. Autrement dit, ce que le scientifique met en relation avec ce qu'il nomme les tréfonds de l'âme humaine, et que l'on peut associer à un inconscient matériel non freudien. Là où Freud invente le terme de métapsychologie, pour tâcher de créditer scientifiquement un concept totalement dépourvu de scientificité, Siffre ne propose pas de concept, mais découvre en fait une réalité. Il y a
la biologie de l'inconscient, sinon un inconscient biologique, physiologique. Le complexe d'Oedipe universel est une foutaise. La horde primitive et le meurtre du père, puis le banquet cannibale, une bêtise sans nom. Le viol de la première femme par le premier homme, une fadaise inqualifiable. La transmission prétendument phylogénétique de toutes ces fariboles, une vaste fumisterie. Freud a fait de ses fantasmes personnels une théorie prétendue scientifique, en fait un conte pour enfants auquel adhère un nombre incroyable de fidèles. En revanche, la présence dans le corps, dans l'intimité de la chair, sous la peau, non loin de toute visibilité, d'un animal qui œuvre en nous et coïncide avec notre nom, voilà une piste formidable pour une psychologie concrète que j'appellerai de mes voeux dans Apostille au crépuscule. Cet animal Darwin en a annoncé l'existence. Et j'aime que dans sa préface au livre de Michel Siffre, le professeur Jacques Broucard de l'Institut de France ait écrit du jeune scientifique. Il m'évoque le jeune Darwin, celui du temps de Beagle, car si Darwin a effectivement découvert qu'il n'existait pas une différence de nature, mais une différence de degré entre l'homme et l'animal, Michel Siffre a quant à lui découvert l'existence d'une horloge interne indexée sur les cycles nictéméraux. Il a trouvé l'horloge matérielle qui habite toutes les cellules vivantes et qui fait du temps une forme a priori de la sensibilité, mais, au contraire de Kant, qui en fait une forme transcendantale, Michel Siffre prouve sa qualité empirique. Loin des cogitations philosophiques et des constructions purement conceptuelles, idéalistes, voilà donc ce qu'est le temps. Un temps primitif, biologique, empirique, concret, matériel. Un temps archaïque, préhistorique, généalogique, mais présent, éternel, immortel, un temps ici et maintenant, temps terrestre des choses terrestres, mais aussi temps éternel du fleuve qui coule. Mais dans une sphère immobile, un temps héraclitéen dans son flux, mais parménidien dans sa vérité, un temps commun au Philostakis et à l'Hyperdiadème, un temps qui habite la camélia, le camélia de Jean-Jacques Dortoux, de Méran, et le corps de Michel Siffre, le mien et le vôtre, celui de nos parents, de nos ancêtres et de nos descendants, un temps commun avec celui du Cipo Matador et du Némapode, un temps issu de l'étoile effondrée dont la pulsation primitive se trouve des milliards de fois dupliquée dans la moindre parcelle du vivant. Le vivant peut alors se définir comme la force stellaire pliée dans une forme concrète, et le temps comme la trace de cette forme dans tout ce qui est.